Carpentier. Comme promis, Benjamin Sportouche, vous recevez ce matin le coordinateur de la France Insoumise en ligne depuis Toulouse. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour Benjamin Sportouche, merci de m'avoir invité. Merci d'être avec nous sur RTL ce matin. Alors Adrien Quatennens, Jean-Luc Mélenchon a annoncé hier qu'il ne participerait pas à vos universités d'été de la France Insoumise qui se tiennent donc à partir d'aujourd'hui à Toulouse. C'est une surprise, personne ne s'y attendait. Vous avez été désigné il y a quelques mois coordinateur du mouvement. Est-ce que c'est vous désormais le patron ? Oh, ça c'est le storytelling médiatique habituel parce qu'il faut toujours raisonner en termes de hiérarchie. Non, la vérité c'est que ça fait un moment déjà que Jean-Luc Mélenchon vous explique, alors souvent c'est remis en cause, que la France Insoumise ne tient pas à l'engagement d'un seul homme mais bien maintenant un collectif avec des équipes constituées de plusieurs générations, vous les avez vues apparaître et effectivement maintenant et notamment grâce au travail de Jean-Luc Mélenchon, c'est un mouvement qui peut fonctionner sans qu'il soit omniprésent. Alors c'est sûr qu'il va nous manquer, je pense que les Insoumis vont lui manquer aussi ce week-end, mais on est très heureux qu'un dirigeant politique comme lui soit reçu comme il l'est au Mexique, notamment par le président des États-Unis du Mexique, et qu'il rencontre prochainement au Brésil Lula dans sa prison, ce qui signifie aussi quelque chose du moment politique que nous vivons, où partout à travers le monde, on voit que des oppositions, notamment de notre courant de pensée, sont généralement réprimées de manière assez significative et que la justice, quelque part, est utilisée à des fins politiques. Alors, utilisée à des fins politiques, c'est vrai que dans ce texte, dans ce blog sur Facebook où il annonce qu'il ne viendra pas aux universités d'été, Jean-Luc Mélenchon semble se comparer avec le sort de l'ancien président brésilien Lula, qu'il va donc voir en prison. C'est pour ça qu'il sera absent ce week-end à Toulouse. Est-ce que c'est comparable, ce sort de l'ancien président brésilien, à Jean-Luc Mélenchon au procès qui l'attend en septembre devant le tribunal de Bobigny suite à la perquisition mouvementée qu'il y avait eu lieu au mois d'octobre dernier? Est-ce que c'est comparable? Est-ce que c'est un procès politique qu'il va subir en France? Oui, c'est un procès politique, ce qui est comparable, Benjamin Sportouche, et je vais me référer d'ailleurs aux propos récents qu'a tenu le pape, et c'est une fois n'est pas coutume, vous en conviendrez. Mais le pape lui-même a déclaré il y a quelque temps que partout quand il voyageait dans le monde, il observait ce phénomène que des oppositions, lorsqu'elles percent, notamment dans des pays qui tiennent à maintenir un certain système, notamment économique, eh bien étaient souvent réprimées par des faits judiciaires. Oui, il y a ce qu'on appelle le lawfare, c'est-à-dire un usage stratégique de la justice à des fins politiques. Et oui, en France, je considère pour ma part, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, qu'il y a un certain usage des moyens de justice et de police à des fins politiques. Une justice politique, est-ce que vous n'êtes pas dans l'exagération? J'ai pas dit une justice. Vous voyez, c'est vous qui êtes dans l'exagération parce que vous me faites dire ce que je n'ai pas dit. Je vous parle, j'étais assez précis dans mon propos, d'un usage politique des moyens de justice et de police. Mais je crois que le plus important aujourd'hui, c'est que sous le ciel bleu de Toulouse, nous allons ouvrir malgré tout cela une belle université d'été, des amphis d'été, qui sont notamment marqués par un programme assez vaste. Nous avons 250 intervenants pour 130 conférences, des ateliers qui, à mon avis, n'ont pas beaucoup d'angles morts. Tous les sujets vont être traités. Nous avons de belles délégations internationales et puis surtout, ce qui est notre particularité à la France Insoumise, c'est que nous assumons notre tâche de mouvement d'éducation populaire en allant jusqu'à recevoir en notre sein, y compris même jusqu'à des adversaires politiques. Alors on va y venir, mais l'absence de Jean-Luc Mélenchon, Adrien Quatennens, n'est pas anodine. Est-ce que tout de même, il a un leadership important dans votre mouvement, il l'a toujours assumé. Est-ce qu'il est, dans la perspective de la présidentielle, toujours un atout important pour vous? Est-ce qu'il sera ce candidat-là naturel en 2022 ou ça peut être quelqu'un d'autre, vous par exemple? Cette réflexion lui appartient de savoir s'il souhaitera être candidat et je pense que personne ne peut raisonnablement dire aujourd'hui quel sera le contexte de l'élection présidentielle de 2022. Ce que l'on sait, c'est que la tension et l'instabilité dans le pays, mais même à l'international, et on le voit notamment cette rentrée politique, va aller croissante. Ensuite, moi pour ma part, je vous dis mon sentiment, c'est que oui, tant que Jean-Luc Mélenchon est dans le jeu, je considère qu'il est de très loin la meilleure carte à jouer, qu'il a l'envergure d'un dirigeant politique et d'ailleurs celles et ceux qui le reçoivent et notamment les chefs d'État qui le reçoivent ne s'y trompe pas et que bien évidemment s'il le souhaite il sera pour moi le meilleur candidat. Alors il vous a laissé les clés un peu de la maison puisque vous êtes coordinateur et c'est vrai que votre mouvement a subi de plein fouet le mauvais résultat des dernières européennes. Il est en pleine crise avec une crise un manque de démocratie disent certains. C'est le cas de Clémentine Autain qui sera présente, il faut le souligner ce week-end. Mais comment vous avez résolu, est-ce que vous avez résolu ce problème de démocratie interne? Vous savez, Benjamin Sportouche, quand le débat n'apparaît pas publiquement à la France Insoumise, on dit qu'il n'y a pas de débat et que c'est un problème, on nous en fait le reproche. Et quand le débat apparaît, on dit qu'il y a une crise interne. Bon, de la même manière, la presse a 1000 fois titré sur le second souffle que recherche la France Insoumise. Je crois qu'on doit être à quelque chose comme le 96e second souffle si l'on suit les titres de presse. En réalité, nous sommes un mouvement jeune qui, malgré le fait qu'il soit bien ancré dans le paysage politique, n'a que 3 ans, je vous demande de vous en souvenir, qui a connu différentes saisons, celle de la présidentielle, du soutien à un candidat, Jean-Luc
Jean-Luc Mélenchon, de l'établissement d'un programme solide, dont je précise qu'il est toujours plus qu'adapté aux urgences qui se sont considérablement renforcées depuis la présidentielle, et bien évidemment qu'il nous fallait à un moment donné nous réorganiser. Nous sommes un mouvement évolutif, un grand mouvement inclusif. En quelque sorte, s'il fallait résumer la France insoumise, c'est le grand réseau social de celles et ceux qui considèrent que le programme L'Avenir en commun est adapté à la situation politique. Est-ce que vous êtes un mouvement populiste, Adrien Quatennens? Parce que certains au sein de votre mouvement le revendiquent. C'est le cas d'Alexis Corbière. Benjamin Sportouche, ça c'est de l'étiquetage. S'il s'agit de considérer qu'il faut coller aux aspirations populaires, s'il s'agit de considérer en républicain comme nous le sommes que le peuple est seul souverain, alors oui, nous sommes populistes. Est-ce que vous connaissez à ce moment-là un autre mouvement qui est aujourd'hui coordonné par un jeune conseiller clientèle de 29 ans qui a dans ses groupes parlementaires une telle proportion d'aides-soignants, d'employés? Non, je parle aussi de mes collègues à l'Assemblée nationale. Je veux dire que clairement, s'il s'agit de résumer ainsi le populisme, alors oui, nous le sommes. Mais la vérité, c'est que souvent, dans les commentaires médiatiques, le terme populiste, qui finalement n'est qu'une étiquette, est utilisé à mauvais escient. Souvent, dans vos phrases, on devrait le résumer par le mot, le remplacer par le mot démagogie. En vérité, ce qui m'intéresse, c'est quelle est la bonne stratégie politique pour convaincre l'ensemble. Moi, ce que je pense qu'il faut mettre à l'agenda, justement, c'est faire la jonction entre, d'un côté, les quartiers populaires, cette France rurale paupérisée et là, entendez-moi, parce que je trouve que c'est un phénomène intéressant en cette rentrée, ces classes moyennes des centres urbains, peut-être plus favorisées, qui à l'heure où on se parle, et notamment à l'aune de la crise climatique qui est en train de s'aggraver, remettent en cause jusqu'au sens de leur activité. Et ça, je trouve que c'est vertigineux. Quand les gens arrivent au travail le matin, en finalement interrogeant le sens de ce qu'ils font, de l'activité face aux grandes crises que nous connaissons, alors je crois que le champ des possibles est ouvert pour s'adresser à tous. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler à un camp constitué, il faut parler à tous les Français. Le champ des possibles, si vous permettez. Vous dites que vous n'êtes pas démagogique. En termes de retraite, par exemple, ce dossier est important, il sera sur la table cette saison, c'est la grande réforme que veut mener le gouvernement. Est-ce que vous n'êtes pas démagogique quand vous voulez un retour à 60 ans de la retraite ? Ben non, pas du tout. Ou alors expliquez-moi pourquoi. Moi, je vous explique en train de se passer. C'est que derrière la même logique de simplification qu'il a déjà appliquée au Code du travail, on s'en souvient, c'est-à-dire finalement la destruction du Code du travail, Emmanuel Macron est en train de transformer à vive allure la France, à faire en sorte que son visage change, que la France devienne une espèce de start-up libérale et non plus le grand pays, la grande république sociale qu'elle est. Et les retraites, c'est sans doute le symbole le plus fort des acquis d'après la libération. Et la réforme d'Emmanuel Macron, qui est très technique, on n'aurait pas le temps de la développer, va consister notamment à faire en sorte que les Français vont être poussés, tenez-vous bien, à travailler jusqu'à 64 ans. Oui, mais Benjamin Sportouche, attendez, 64 ans, oui, volontiers, et j'ai beaucoup de propositions à faire, nous avons beaucoup de propositions à faire, mais Benjamin Sportouche, 64 ans, si on peut s'arrêter un instant là-dessus, c'est au-delà de l'espérance de vie en bonne santé. Ça veut dire qu'on va assumer de dire aux gens, au moment où vous allez partir en retraite, ça correspond statistiquement au moment où vous avez les premiers pépins de santé qui arrivent. Et ben moi, je ne suis pas d'accord pour considérer que on devrait faire autre chose quand on a travaillé toute sa vie que de profiter des petits bonheurs de la vie que la retraite peut permettre. Alors est-ce que c'est finançable? Oui, la retraite à 60 ans est finançable. Et je vous pose quelques hypothèses. Si vous élargissez l'assiette des cotisations, si vous augmentez les salaires, vous avez plus de cotisations. Si vous relancez véritablement l'emploi, pas par des effets de manche statistiques, mais par exemple la planification écologique, si vous faites en sorte qu'il n'y ait plus ces 20% d'écart des salaires entre les femmes et les hommes, vous réglez le problème. Adrien Quatennens, c'est des propositions que vous ferez dans le cadre de cette consultation, dont vous félicitez aussi, si je comprends bien. Comme toujours, mais je dis surtout que nous ne pouvons pas aborder la bataille des retraites comme nous avons abordé les batailles précédentes. C'est insupportable de voir qu'Emmanuel Macron peut avancer si facilement alors qu'il n'y a pas de consentement majoritaire dans le pays pour ce qu'il déploie. Donc je le dis à toutes et tous, nous avons besoin sur les retraites d'un large front uni pour mettre un coup d'arrêt à cette politique. Quand vous dites que la brutalité est un bruit de fond du macronisme, est-ce que vous n'êtes pas là aussi un peu dans la démagogie? En quoi y a-t-il une brutalité dans ce macronisme? Est-ce que vous êtes d'accord quand, par exemple, Vladimir Poutine, le président russe, compare le traitement qui a été fait par des policiers de la crise des Gilets jaunes au traitement qu'il fait lui-même de ses opposants politiques en écoutez, Russie? Les comparaisons de Vladimir Poutine lui appartiennent. En tout cas, ce que je vois à Benjamin Sportouche, c'est que partout où le libéralisme économique avance à grands pas, les partisans du libre marché sont aussi les principaux pourfendeurs des libertés individuelles. Enfin, est-ce que c'est encore la République
République quand des manifestations de mobilisation sociale qu'on a connues des Gilets jaunes aboutissent sur autant de blessés? Est-ce que c'est encore la République quand un procureur assume de mentir pour, dit-il, protéger le président de la République? Ça veut dire qu'Emmanuel Macron menace mesure. La République, c'est ça qu'on... Mais ça veut dire que, si vous voulez, la France n'est pas une start-up que l'on manage. La France, c'est une république sociale. Elle a un modèle social sur lequel on compte s'appuyer pour relever les défis qui sont à relever, qui sont toujours devant nous. Et Emmanuel Macron, finalement, essaye d'achever en quelque sorte ce que ses deux prédécesseurs, avec des étiquettes différentes, n'ont pas su achever, à savoir transformer le visage de la France, dont on peut bien se demander à quoi elle ressemblera à l'issue de ce quinquennat. Justement, il y a des élections à venir, les élections municipales, vous allez vous engager. Est-ce que vous pourriez le faire aux côtés des Verts qui tiennent leur université d'été dans la même ville que vous, à Toulouse? Certains, d'ailleurs, d'entre vous allaient rencontrer Yannick Jadot, c'est le cas de François Ruvin ou de vous-même. Est-ce que vous pouvez faire des alliances avec les Verts pour conquérir des villes? Qu'il y ait des discussions, et notamment sur l'urgence climatique et comment on s'emploie à la régler. La France Insoumise est disponible pour discuter avec toutes celles et ceux qui pensent que relever le défi climatique est incompatible avec le maintien de ce modèle économique. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, sur l'échiquier, tout le monde se dit écologiste. En revanche, puisque vous parlez plutôt des municipales, nous, la manière dont nous allons aborder cette élection, c'est de considérer que ça va être un temps où on favorise l'implication citoyenne. On ne peut pas continuer à aller d'une élection à l'autre comme si tout allait bien, alors qu'un Français sur deux, pour plein de raisons qui leur appartiennent, ne participent plus. Mais vous leur tordez la main ou pas? Mais donc ce que je dis, c'est que toutes celles et ceux qui sont d'accord avec ce fait et qui veulent soutenir des processus d'implication citoyenne, faire revenir en politique celles et ceux qui, pour plein de raisons, s'en sont écartés, peuvent travailler avec nous. Les écologistes sont à proximité de nous puisqu'ils tiennent aussi leur université d'État à Toulouse. C'est l'occasion de discussion. Merci en effet. Adrien Quatennens. Merci. Est-ce que vous-même serez candidat à Lille? Est-ce que vous serez candidat à Lille vous-même? Alors ça, comme je l'ai dit, il va falloir encore attendre quelques semaines, mais avant la fin du mois, je me prononcerai sur le sujet. Merci d'être avec nous ce matin. Bonne rentrée. Merci à vous. Merci à tous les deux, et entretien évidemment que vous pouvez retrouver, vous allez podcaster sur notre site rtl.fr avec les phrases choc sur notre compte Twitter.